La richesse du cœur. Dans un monde où l'opulence semble être le chemin vers le bonheur, j'ai longtemps cru que la clé du contentement résidait dans la richesse matérielle. Ayant toujours associé le succès et le bonheur à la possession de biens matériels, j'ai consacré une grande partie de ma vie à poursuivre cette vision idéalisée. L'idée de pouvoir satisfaire tous mes désirs semblait être le summum de l'épanouissement. Après tout, sans argent, la vie semblait dénuée de sens, vide de toutes les joies et luxes que l'argent peut offrir. Cependant, mes certitudes ont été ébranlées par une série d'événements qui m'ont conduit à une révélation inattendue. Ce n'est que lorsque la vie m'a confronté à des leçons inattendues que j'ai commencé à remettre en question mes croyances profondément enracinées. C'est avec surprise que j'ai découvert que ce n'était pas la richesse qui détenait le monopole du bonheur, mais plutôt un humble individu dépourvu de biens matériels qui m'a offert une leçon précieuse. Laissez-moi vous emmener dans mon récit où j'ai réalisé que la richesse véritable va bien au-delà des comptes en banque et des possessions matérielles. Au sein de ma famille, nous sommes 2 frères, et la vie nous a réservé des destins contrastés. J'ai été béni par la réussite dans tous les aspects de ma vie, tandis que mon petit frère a dû faire face à des épreuves plus ardues. J'ai parcouru les chemins escarpés de l'éducation supérieure pour décrocher des diplômes prestigieux. J'ai trouvé un emploi stable et gratifiant, bâti une maison spacieuse et somptueuse, fondé un foyer avec une femme aimante et élevé 3 enfants merveilleux. Mes finances étaient confortables et je pouvais combler tous les désirs de ma famille. D'un autre côté, mon frère menait une existence modeste en tant que simple employé. Sa demeure, une humble maison louée, était habitée par sa nombreuse famille de 5 enfants. Malgré les limitations matérielles, leur foyer rayonnait de bonheur et de chaleur. Ma femme et moi, nous avions tout réussi dans la vie. Nous ne connaissions pas les privations, et même les centimes étaient pour nous des piécettes insignifiantes. Pourtant, malgré cette abondance matérielle, un sentiment d'incomplétude me rongeait, comme s'il manquait une pièce à mon puzzle existentiel. Lorsque Lisa, ma fille aînée, s'apprêtait à entamer son parcours universitaire, nous avons fait le choix de lui garantir tout le soutien financier nécessaire. Malgré le confort de son compte en banque, affichant une somme conséquente de 100 000 €, nous avons tenu à lui assurer que nous prendrions en charge tous ses frais, convaincus que son argent ne suffirait pas à garantir son bien-être. Nous lui avons répété maintes fois qu'elle pouvait compter sur nous pour tout, encourageant l'idée qu'elle ne devrait jamais hésiter à demander de l'aide en cas de besoin. Lisa, qui n'avait jamais connu le manque depuis sa naissance, nous a rassurés en affirmant qu'elle n'avait besoin de rien et qu'il ne fallait pas que nous nous inquiétions pour elle. Cependant, après son départ, une anxiété sourde a commencé à m'envahir. J'ai demandé à ma femme de garder un contact régulier avec notre fille, car elle ne nous appelait que rarement. Et en tant que père, je me sentais moins proche d'elle que sa mère. Ma femme a tenté de me rassurer en me disant « Pourquoi t'en fais-tu autant pour elle ? Notre fille ne manque de rien, pas comme ces autres enfants qui doivent lutter pour le moindre besoin. Du moment qu'on a de l'argent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ceux qui sont constamment tourmentés sont ceux qui peinent à joindre les 2 bouts, ou ceux qui n'ont pas encore retrouvé le véritable amour. Et puis Lisa est grande maintenant. Si quelque chose se passait vraiment, elle nous appellerait. » Malgré ces paroles rassurantes, une vague de sentiments d'impuissance et d'angoisse continuait à m'envahir, laissant un goût amer dans ma bouche. Au fil des semaines, lors d'une conversation avec ma femme, celle-ci m'a confié que Lisa avait exprimé le désir de ne plus poursuivre ses études et de retourner à la maison. Ma femme lui avait demandé ce qui n'allait pas, mais Lisa avait simplement répondu qu'elle ne manquait de rien, mais qu'elle avait simplement perdu l'envie d'étudier. Inquiet et désireux de comprendre, j'ai alors décidé de l'appeler pour en savoir plus. Malgré des notes correctes, Lisa m'a assuré que tout allait bien et que je ne devais pas m'en faire. À chaque appel, Lisa semblait raccourcir nos conversations, ce qui a éveillé nos soupçons. Ma femme a alors insisté pour qu'elle rentre à la maison un week-end, malgré son refus initial. Finalement, Lisa est revenue, mais cette fois-ci, elle semblait distraite, comme si elle dissimulait quelque chose. J'ai donc insisté pour comprendre les raisons qui poussaient Lisa à vouloir abandonner ses études. C'est alors qu'elle m'a confié d'une voix tremblante. « Papa, je ne sais pas pourquoi je me sens si mal. Je n'ai plus goût à rien. L'école ne m'intéresse plus. Je ne veux simplement plus exister. » Mes yeux, emplis d'inquiétude, fixaient les siens alors que je tentais de lui répondre. « Mais pourquoi dis-tu ça? Regarde où tu vis. Regarde notre situation. Nous avons une maison magnifique. Nous ne manquons de rien.
Depuis ta naissance, nous avons tout fait pour te combler, pour te donner tout ce que tu désirais. Toutes tes affaires sont de grandes marques. Tu as même déjà plus de 100 000 € sur ton compte en banque. Que te manque-t-il encore? Lisa s'est alors levée d'un bond, son visage empreint de frustration. Papa, tu ne comprends pas. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Tu ne cesses de parler de notre richesse, mais tu ne vois pas que ton argent ne pourra jamais soigner mes tourments? Inquiet et désemparé, je lui ai alors demandé. Alors, parle-moi de tes soucis. Est-ce à cause d'un garçon? Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Dis-moi ce qui se passe. Lisa m'a répondu d'une voix lourde de reproches. Ça suffit, papa. Je ne veux plus en parler. Depuis toujours, à chaque fois que nous discutons, tu ramènes tout à l'argent. Mes problèmes vont bien au-delà de ça. Après cela, Lisa s'est levée brusquement et s'est enfermée dans sa chambre. Malgré les tentatives de ma femme pour la réconforter, Lisa refusait catégoriquement de poursuivre la conversation. Lorsque Lisa est retournée à son école, une anxiété lancinante s'est emparée de moi. J'avais ce pressentiment douloureux qu'elle n'allait pas bien. Un mois plus tard, j'ai reçu cet appel redouté de l'université. Ils m'ont annoncé que ma fille était à l'hôpital, mais ils n'ont pas voulu me donner plus de détails. Ma femme et moi, nous sommes précipités vers la ville où Lisa étudiait, à plus de 4 heures de route. Quand nous avons enfin atteint l'hôpital, nos cœurs battaient la chamade. Nous nous sommes précipités dans sa chambre. Lisa gisait inconsciente, son visage pâle comme la mort. Les larmes ont jailli des yeux de ma femme, tandis que je priais silencieusement pour que ma fille se réveille. Les médecins s'affairaient autour d'elle, faisant des analyses pour tenter de comprendre ce qui lui arrivait. Ce n'est que 2 heures plus tard que Lisa a repris connaissance. Ses yeux étaient embués de larmes quand elle nous a vus. Je me suis approchée d'elle avec le cœur brisé et je lui ai demandé pourquoi elle était dans cet état. Sa réponse a été brève, mais déchirante. « Je suis désolée, papa. » Alors que je cherchais à comprendre, le médecin est entré pour discuter avec nous. J'ai décidé de le suivre à l'écart, laissant ma femme veiller sur Lisa. Il m'a révélé que selon les analyses, Lisa avait fait une overdose, ingérant différentes substances. Choquée, je mentionnais à quel point nous étions aisés et que ma fille ne manquait de rien, que je ne comprenais pas son geste. Mais le médecin m'a regardé avec sérieux et a dit « Monsieur, même si vous êtes riche, l'argent ne peut pas tout résoudre. Le plus important est que vous discutiez avec votre fille pour comprendre son problème. » De retour auprès de ma femme et de Lisa, le poids de la situation m'écrasait. Je me suis approchée de ma fille et je lui ai demandé, le cœur lourd. « Lisa, est-il vrai que tu as pris des substances? Pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour toi? Nous t'avons donné de l'argent, tout ce que tu désirais. Dis-moi, qu'est-ce qui te manque au point de nous faire cela, à ta mère et à moi? Sais-tu à quel point nous sommes inquiets? Regarde les autres enfants. Certains vivent dans la pauvreté et pourtant, ils ne cherchent pas à mettre fin à leur vie. » Les yeux embués de larmes, Lisa m'a regardé et a répondu avec une voix brisée. « Papa, crois-tu vraiment que l'argent peut te résoudre? Je te promets que je me sens vraiment mal à l'intérieur. Vous m'avez donné tout ce que je voulais, mais ce ne sont que des biens matériels et de la nourriture. Cela ne soulage pas mon mal-être. Ce qui me manque, c'est du soutien. Sais-tu que je me suis retrouvée seule, loin de la maison, sans personne pour m'encourager, ni me soutenir dans mes études? Chaque fois que j'essayais de vous en parler, vous ne compreniez pas, et vous me renvoyiez juste de l'argent. Votre argent ne m'aide en rien. Depuis que je suis petite, vous ne m'avez jamais accordé d'attention. Vous m'avez baladée de nounou en nounou. Vous ne pensiez qu'à travailler. Vous n'avez jamais pris le temps de parler avec moi. Nos seules conversations tournaient toujours autour de l'argent. » Ces mots m'ont surpris et blessé. Je lui ai répondu, bouleversée. « Je ne comprends pas comment tu peux dire cela. Nous avons toujours pensé à ton bonheur. Nous avons travaillé si dur pour que vous, nos enfants, ne manquiez de rien. Nous pensions être de bons parents pour vous. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, tu nous dirais cela. » Lisa s'est mise à sangloter. Au fond de moi, j'étais blessée par ces paroles. J'avais fait tant de sacrifices pour mes enfants. Lorsque Lisa est sortie de l'hôpital, nous avons décidé d'accepter qu'elle abandonne ses études et de la ramener à la maison. Les jours se sont écoulés et Lisa semblait se complaire dans l'inaction de la maison. Au fil des mois, elle a rencontré un jeune homme et a fini par nous annoncer son intention de se marier avec lui. Son petit ami venait d'une famille très modeste, vivant dans un petit logement social avec ses parents. Ma femme et moi avons ressenti une anxiété grandissante. Je me suis alors tournée vers ma fille, l'alertant sur les défis qui l'attendaient si elle se mariait avec lui.
Je lui ai dit que sa vie ne serait plus la même, que ce serait difficile. Mais Lisa nous a assuré de ne pas nous inquiéter, que c'était sa vie, sa décision. Après leur mariage, elle a emménagé chez son mari et ses beaux-parents. Les jours ont passé et notre inquiétude grandissait pour Lisa. Nous nous demandions si elle allait bien, si elle mangeait à sa faim, car elle ne venait nous voir que rarement. Un jour, nous avons reçu un appel de sa belle-mère, nous invitant à venir partager un repas pour célébrer la grossesse de Lisa. Nous nous sommes rendus dans leur modeste appartement. Notre fille était souriante, affairée en cuisine avec sa belle-mère. Lorsqu'elle nous a vus, elle est venue nous saluer. Je lui ai alors demandé si tout se passait bien. Elle m'a répondu avec un sourire radieux. « Papa, tout va bien. Mon mari m'aime tellement. Je suis si heureuse. Avec ma famille, nous partageons tant de moments ensemble. Nous allons souvent au parc pour pique-niquer. C'est pourquoi j'ai pris du poids. » Sa belle-mère nous a ensuite invités à nous asseoir, puis elle nous a confié. Vous savez, nous ne sommes pas riches. Nous n'avons rien pu offrir à votre fille. C'est même votre fille qui nous a donné un peu d'argent. Elle a partagé l'argent que vous lui avez offert pour son mariage. C'est elle qui fait la plupart des courses. Quand nous lui conseillons de garder son argent pour elle, pour son avenir, elle nous dit simplement que cet argent était un cadeau de vous et qu'il est là pour être utilisé. Votre fille est vraiment une personne bienveillante et généreuse. Depuis qu'elle a rejoint notre famille, nous sommes très complices. Je la considère comme ma propre fille. De retour chez nous, je me suis arrêtée un instant pour contempler notre grande et belle maison. Je me suis tournée vers ma femme et j'ai dit « Chérie, notre maison est magnifique, immense, et pourtant, notre fille ne semblait pas heureuse avec nous. Maintenant, elle vit dans un petit appartement délabré, mais elle semble vraiment heureuse. Je ne comprends vraiment pas. » Ma femme m'a alors confié que peut-être, comme Lisa nous l'avait expliqué à l'hôpital, nous avions trop négligé nos enfants au profit de notre travail. Elle a avoué qu'elle-même ressentait parfois un vide sans pouvoir l'expliquer. Au fil du temps, lorsque je me rendais chez mon frère, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point leur famille était unie. Les enfants ainsi que les parents étaient très complices, se parlaient, se chamaillaient, et à l'heure du repas, tout le monde se ruait à la table. Chez nous, c'était tout le contraire. Nous avions toujours été distants les uns avec les autres, ne sachant pas vraiment de quoi discuter. Chacun vaquait à ses occupations. La communication était rare. Mon frère et sa famille semblaient rayonner de bonheur, alors que moi, à leur place, je m'inquiéterais, surtout avec 5 enfants à nourrir. Quand j'en parlais à mon frère, il me répondait simplement « Tu sais, je ne suis pas riche comme toi, mais ma vie me convient comme ça. Mes enfants et ma femme me rendent heureux. » Je n'arrivais vraiment pas à comprendre mon frère. Je me disais que peut-être il dissimulait ses soucis. À l'approche de la soixantaine, lorsque nos enfants sont partis faire leur vie, chacun de leur côté, ma femme et moi avons pris la décision de cesser de travailler. Nous avions suffisamment d'économies pour nos vieux jours. Nous avons alors envisagé de passer du temps ensemble, de partir en voyage. Cependant, à chaque fois que nous partions, les disputes éclataient et gâchaient notre séjour. Avec le temps, nos querelles sont devenues de plus en plus fréquentes, au point où nous avons sérieusement envisagé le divorce. Nous étions déconcertés par le fait que depuis que nous avions arrêté de travailler, nous ne pouvions plus nous supporter. Un soir, ma femme m'a pris à part et m'a confié. « Tu sais, chérie, ça fait un moment que je me sens mal. Normalement, avec toutes nos réussites, je devrais être heureuse, mais ce mal persiste en moi. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que nous avons manqué de faire, des choses que nous n'avons pas encore tentées ?» Je lui ai répondu, ressentant la même détresse. Je ressens la même chose que toi. C'est comme si un vide persistait, peu importe ce que nous faisons. Chérie, je ne veux pas envisager le divorce à notre âge. Essayons de résoudre nos problèmes. Le lendemain, nous nous sommes rendus chez mon frère pour partager nos tourments. Il nous a écoutés, chacun exprimant ses soucis. Puis, il nous a dit « Vous savez, l'argent n'est qu'un bout de papier. Votre esprit et votre cœur sont vos moteurs. Si vous ne les réparez pas, ils finiront par s'user et votre mal-être vous rongera de l'intérieur. L'argent ne peut rien y faire. Savez-vous pourquoi certaines personnes très riches se suicident? Parce qu'elles ont oublié leur esprit et leur cœur, une fois qu'elles ont de l'argent. L'esprit a besoin de soutien et le cœur a besoin d'amour. Vous avez toujours travaillé, mais vous n'avez jamais vraiment pris le temps d'être ensemble, de vous comprendre, de vous soutenir mutuellement.
Savez-vous pourquoi certaines familles se déchirent pour un héritage ou des biens matériels? Parce que ces gens ne pensent qu'à l'argent, pas à l'amour. L'argent est souvent source de problèmes, et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. Vous devez passer du temps ensemble, apprendre à vous connaître, comprendre les goûts de chacun, et faites de même avec vos enfants. Savez-vous pourquoi Lisa préfère vivre avec des personnes modestes? Parce que ces personnes lui accordent du temps et discutent avec elle, alors que les personnes riches sont souvent trop occupées à gagner de l'argent. Il y a une chose que j'ai compris depuis longtemps. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais le bonheur peut procurer de la richesse. À cet instant, j'ai réalisé que mon frère avait raison. Je repensais à nos disputes lors de nos voyages. C'était parce que nous ne connaissions pas les désirs de l'autre. Nous nous forcions simplement à voyager ou à faire des choses que nos cœurs ne désiraient pas. Mon frère nous a recommandé de suivre une thérapie de couple pour nous aider. C'est ainsi que nous avons commencé à avoir un professionnel. Au fil des séances, nous avons découvert que nous ne savions pas nous soutenir mutuellement. Même si nous disions « je t'aime », quand l'un avait des soucis, l'autre ne savait pas comment le réconforter, ne savait pas quoi dire. En observant notre belle maison de plus près, nous avons réalisé qu'elle ne dégageait aucune joie. Nous avons alors commencé à travailler sur nous, à changer, à organiser des repas en invitant nos enfants, à apprendre à les connaître en partageant des moments autour d'un barbecue. Peu à peu, une complicité est née au sein de notre famille. Ma femme est devenue une amie, une confidente pour moi. Nous étions enfin comblés. Les mots que nous échangeons étaient devenus plus importants que l'argent. Aujourd'hui, notre bonheur est palpable. C'est seulement maintenant, à un âge avancé, que nous avons réellement appris à nous aimer. Nous partons en voyage avec sérénité, en planifiant nos escapades selon nos envies et nos idées. Nous avons compris que tout le monde peut commettre des erreurs, et nous sommes conscients des nôtres. Passer du temps avec nos enfants et nos petits-enfants est devenu une priorité pour nous. Je vais partager avec vous une leçon que j'ai apprise. Si vous n'avez pas d'argent, ne l'enviez pas, et si vous en avez, n'oubliez pas d'aimer. Cette maxime résume parfaitement notre parcours. Nous avons réalisé que le bonheur ne réside pas uniquement dans la richesse matérielle, mais dans les liens que nous tissons avec nos proches et dans notre capacité à cultiver l'amour et la complicité au sein de notre famille. C'est dans ces moments partagés et dans ces émotions sincères que nous trouvons la véritable richesse de la vie.